C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Je suis vraiment honoré de revenir à mon école et puis surtout de partager avec vous quelques idées autour d'un sujet qui me tient à cœur depuis un moment. Donc, je vais partager mes slides. Donc voilà. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'intelligence digitale avec un contour. Pardon. Donc, Donc, je ne vais pas vous parler aujourd'hui d'un sujet autour de l'intelligence digitale, avec en fait quelques éléments sur son contour, ses dimensions et ses implications. Et c'est un sujet en fait s'inscrit dans une problématique plus globale qu'on appelle toujours en ce moment à la mode transformation digitale. Donc, je vais essayer dans un premier temps, de vous parler un peu du contexte. Je vais définir quelques concepts clés et puis après, je vais vous parler des évolutions et des impacts. Après, je vais conclure et je vais laisser un moment pour un échange avec vous que j'espère intéressant. Alors, pour commencer, le contexte général de là où on commence aujourd'hui de parler de la transformation digitale, c'est parce que en fait notre société et nos organisations, notre quotidien sont investis par les technologies digitales. Souvent, on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs digital et je vais essayer de comment dire, le définir. Et puis surtout, on se rend compte que en passant par une crise, celle du Covid, tout a été transformé ou presque. Mais en tout cas, ça a accéléré ce qu'on appelait depuis en fait une dizaine d'années la transformation digitale ou la transformation numérique. Je ne fais pas beaucoup de différence entre les deux termes, mais je reviendrai sur ça plus tard. Après, il y a énormément de travaux et d'effets de mode de l'intelligence artificielle qui commencent à se démocratiser et surtout qui nous annoncent ce qu'on appelle le post-digital. Et c'est là où vous allez voir qu'il y a des choses qui sont déjà là et des choses qui vont arriver très bientôt. Et puis, on se rend compte aussi, c'est que le digital, le numérique a aussi été révélateur de contextes compliqués liés à à la sécurité et la sûreté des systèmes et des êtres humains. Et aujourd'hui aussi, on parle de ce qu'on appelle l'impératif de la sobriété numérique, à savoir notre capacité c'est-à-dire à optimiser les ressources pour accéder à une numérisation qui ne soit pas un problème pour la société, mais plutôt un avantage. Arrive en dernier, dans ce contexte, que vous allez voir tout à l'heure aussi, c'est ce qu'on appelle la souveraineté numérique, parce que la souveraineté des États aujourd'hui ne passe pas que par l'économie, mais aussi par le numérique. Alors, d'abord, comme j'ai annoncé, donc je vais commencer par des concepts clés. Et donc, je vais commencer par me poser la question, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le digital? Et souvent, les gens, quand on leur demande qu'est-ce que c'est le digital, bon, ils pensent à toute informatique qui pourrait être installée, être déployée, que ce soit un smartphone jusqu'à un ERP dans une entreprise. Sauf que je vais essayer d'être plus précis ici, et c'est le but de ce webinaire, c'est de vraiment préciser et être vraiment clair par rapport à ces définitions. Alors, pour définir rapidement qu'est-ce que c'est le digital, c'est ce qu'on appelle le SMAC. Et SMAC, comme S comme social, M comme mobile, A comme analytics et C comme cloud. Les réseaux sociaux, vous connaissez, donc Facebook, LinkedIn, Instagram, ces technologies qui permettent, entre guillemets, de mettre en relation ou en proximité des êtres humains.
et qui permettent aussi d'agrandir son réseau, d'interagir, d'acheter, de commenter des produits, etc. Et ça, en fait, c'est une des plus grosses, en réalité, comment dire, révolution technologique qui est arrivée à peu près en 2007. C'était avant, mais en fait, Facebook était vraiment, même s'il était créé en 2003, c'est en 2007 qu'on a vraiment vu une différence. À l'époque, on parlait de Web 2.0, mais en fait, c'est tous ces réseaux, ou toutes ces plateformes qui permettent de mettre en relation des gens. Et on parlait à cette époque-là en fait, le passage de l'utilisateur passif qui reçoit l'information à un utilisateur qui est actif, qui permet en fait, de générer du contenu, c'est-à-dire générer des recommandations, etc. Et puis une deuxième révolution qu'on appelle la révolution mobile, et quand on a introduit en fait Internet sur le téléphone mobile ou le smartphone. Et je me rappelle que ça a été à peu près en novembre 2011. En fait, d'un coup, on a augmenté l'accès à Internet mobile par 4 milliards de personnes en quelques jours. Et en fait, c'est là où on s'est rendu compte aussi du pouvoir de ce téléphone qui permet d'accéder à tout, d'acheter, de payer, de consulter, de réserver, de travailler avec d'autres, etc. Une troisième révolution, et qu'elle est toujours en cours, et elle le sera toujours, c'est le pouvoir des analytics ou des data analytics. En fait, on parlait de big data, on commençait à parler à peu près comme il le faut avec des solutions fiables. Lorsqu'en 2015, on a commencé en fait à déployer des grosses plateformes et on a compris que en fait on a la capacité aujourd'hui, chose qu'on faisait en réalité depuis des années, hein, on parlait de data mining, etc. Mais ce qui a changé à ce moment-là, c'est cette capacité de processus ou de process qui permet de traiter énormément de données. Et à la différence d'un data mining classique, c'est que ce traitement se fait en réalité d'une manière, c'est-à-dire real time, en temps réel. Et donc, on peut détecter une fraude en temps réel parce qu'on est en capacité d'analyser tout le temps des données, d'analyser des données à la fois structurées, comme on le faisait avant dans les bases de données, mais aussi des données semi ou carrément non structurées, comme du texte ou comme des vidéos, etc. Et puis arrive aussi à peu près une démocratisation, hein, même si en fait le cloud existe depuis des années. Et, en fait, Salesforce, c'est eux qui ont déployé dans les années 90 ce genre de solution, mais en 2018 à peu près, quand on a commencé à parler de la cloudification, c'est-à-dire de rendre les services cloudifiés, c'est-à-dire que tout passe par des systèmes cloud. Que ce soit, je sais pas, votre sauvegarde de votre téléphone portable, jusqu'à c'est-à-dire le système de guidage d'une voiture. Donc ces quatre, pardon, grosses majeures, c'est-à-dire technologies, ont carrément changé notre vie. Donc là, ce que je vous invite à faire comme parallèle, c'est une partie de l'informatique, mais c'est pas de l'informatique telle que je l'ai connue moi ou d'autres dans les écoles d'ingénieurs, etc., ou aussi dans les organisations. Alors, une autre définition sur laquelle je vais un peu m'attarder, qu'est-ce que c'est la transformation digitale, qu'on appelle des fois digitalisation, et quel est son périmètre. Alors, j'ai synthétisé sur cette slide-là on va dire, trois dimensions qui permettent de définir qu'est-ce que c'est la transformation digitale. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle tout le temps expérience utilisateur. Que ce soit utilisateur, ça peut être un client, ça peut être un employé, ça peut être un étudiant, ça peut être n'importe quoi. Et puis, la deuxième dimension, c'est transformer les processus opérationnels. Et depuis des années, et surtout les ingénieurs parlent de la modélisation des données ou l'ingénierie des données, etc. On reviendra sur ça pour vous donner des exemples plus concrets. Et puis aussi, aujourd'hui, on parle aussi de transformer
les business models ou le business model de l'entreprise. Donc, trois, en fait, dimensions interreliées qui permettent de définir qu'est-ce que c'est la transformation digitale des organisations. Donc, en fait, on agit sur trois leviers, c'est-à-dire sur l'usage, sur les opérations qui se passent dans l'entreprise et avec l'extérieur, et puis la stratégie avec la mission, la vision, le modèle d'affaires de l'entreprise. Et si on descend un peu dans cette logique, donc dans l'expérience utilisateur, on essaye de développer ce qu'on appelle l'intelligence digitale. Quand on s'attarde sur les processus, on s'intéresse aussi à l'agilité des projets. Depuis très longtemps, on commence à parler de design thinking, de parler des modèles comme Scrum ou comme autres pour gérer des projets. Même s'il y a beaucoup d'amalgame à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est de gérer les projets d'une manière plus agile que lorsqu'on le faisait avant avec les modèles tels que le modèle V ou le modèle W en gestion de projet, la gestion de projet classique. Et puis arrive le pouvoir des données, et on parle de la gouvernance des données, parce que les données aujourd'hui, c'est la clé de la maîtrise, la performance des entreprises, mais pas que. Alors, juste pour un peu lire ce que j'ai marqué ici, ça permet aussi de définir qu'est-ce que c'est la digitalisation. C'est un processus de changement. Donc, c'est pas forcément, c'est-à-dire là, le déploiement ou l'utilisation des technologies tout court, mais en fait, c'est le changement qui est induit par l'utilisation intensive de ces technologies digitales. C'est différent de ce qu'on appelle digitalisation ou numérisation en réalité. C'est quand on transforme des produits ou des services ou des processus en des variantes digitales. Donc là, on est sur deux choses différentes. La première, c'est de repenser globalement, d'une manière holistique, c'est-à-dire l'organisation ou la société ou dans toutes ces dimensions. Et la deuxième, c'est quand c'est-à-dire on essaye d'automatiser ou d'appuyer des processus par des technologies. Donc, elle pourrait, cette transformation digitale, toucher à la proposition de valeur des entreprises, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle offre sur le marché, ses processus opérationnels, ses pratiques internes de communication, de collaboration, etc., ses espaces de travail, sa relation avec les clients, sa relation avec ou ses relations avec son écosystème. Alors, juste pour revenir, parce que on entend tout le temps qu'est-ce que c'est le user experience. Et en fait, j'ai essayé de prendre quelques exemples. Je ne sais pas si vous m'entendez bien là, tout va bien? Oui. Ok, Oui, merci. En fait, cet exemple-là permet de montrer le pouvoir de l'expérience utilisateur, à savoir de s'appuyer sur son expérience pour lui offrir un produit qui lui convient le plus possible. Et donc, j'ai pris cet exemple pour vous montrer, en fait, vous savez, vous connaissez tous les masques qu'on utilise pour faire de la plongée ou pour faire de l'apnée à la plage, dans la mer. Et en fait, on s'est rendu compte depuis toujours qu'il y a un vrai problème avec le tuba qui permet de faire rentrer de l'eau, avec la buée qui se met sur la glace, l'eau qui rentre à travers les parois à côté du nez, etc. Donc, on a fait travailler en fait des experts en user experience et plus précisément en design thinking. L'idée, c'est de ne pas penser au produit lui-même, mais penser à l'expérience vécue par celui qui va utiliser ce masque. Et donc, on a le résultat, c'était celui-là. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, il y avait une pénurie pendant la crise du Covid l'année dernière, parce que ça a été aussi une alternative qu'on pourrait imaginer pour l'utiliser dans les hôpitaux, etc., pour les maladies ou les malades de Covid. Alors, ça, c'est le produit. Donc, la première nous amène à réfléchir au deuxième, mais en fait, ce qu'il fallait faire, c'est d'imaginer
cette expérience de scuba diving ou de plongée. Et en fait, ils ont interrogé, bien évidemment, des gens qui vont en fait exprimer des difficultés, des envies, etc. Et donc ça, c'est ce qui amène en fait les gens de changer de regard, au lieu de se focaliser sur le produit, mais se focaliser sur son usage et sur l'expérience qui est à côté. Alors, la même chose, si je prends cette carte d'embarquement, en fait, on a fait le même exercice parce que j'imagine, et vous partagez tous et toutes mon sentiment, c'est vraiment incompréhensible et on peut se poser la question pourquoi on a fait un truc qui ne ressemble à rien, qui est difficile à comprendre. Donc, on a fait Delta une compagnie américaine, a fait plancher une société qui s'appelle IDEO, celle qui a travaille sur l'iPhone, elle travaille sur les produits Apple, et ils lui ont dit, voilà, j'en ai besoin d'une proposition de valeur. En interrogeant des voyageurs, on est arrivé à ce genre de tickets qui permettent en réalité de rapidement se rendre compte quel est mon point de départ, quel est mon gate, quel est mon numéro de vol, quelle est ma zone, etc., quelle est ma place dans l'avion, etc. Je vous donne un autre exemple parce que ça a été toujours une préoccupation, cette histoire d'expérience utilisateur. Là, c'est vous avez une mère au foyer et en fait, un peintre ou un dessinateur avait déjà imaginé en fait ce qu'on appelle le cours en ligne. Bien sûr, c'était un peu du science de fiction à l'époque, mais cette toile-là, elle remonte à 1893, où ce peintre qui s'appelle Albert Robida avait pensé des cours par téléphonoscope. Et en fait, il avait imaginé, bon, c'était un peu du fantasme, mais en fait, il avait imaginé la possibilité de rester chez soi et puis suivre tranquillement des cours à distance donnés par un professeur, comme vous voyez ici. Donc l'expérience a été toujours une préoccupation et en fait aujourd'hui, dans un contexte un peu compliqué dans lequel on vit, on s'intéresse de plus en plus au bien-être, au confort, à être tranquille, un peu ne pas tomber en fait dans le stress à cause du trafic ou routier ou à cause de quelques gènes, quel que soit le type de gène qui pourrait en fait rendre notre expérience compliquée. Alors, je passe à la deuxième dimension de la transformation digitale, et connue par la plupart d'entre vous, parce que j'imagine la plupart aussi connaissent la notion de processus, étant un prof ou étant en organisation. Et les processus opérationnels sont liés parfois pour ne pas dire toujours, à la chaîne de valeur. Et en fait, on a appris à toujours définir la chaîne de valeur par des activités. Et quand on descend, on va voir ce qu'on appelle le IPO, Input, Process, Output. Ça veut dire de savoir comment s'enchaînent ou pas les activités pour exécuter un processus. Alors, une manière de transformer ce processus, c'est d'automatiser une partie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les dimensions sont interreliées. Et en quelque sorte, l'idée, c'est de vendre à un client une meilleure expérience client. Et Air France, par exemple, avait imaginé que, au final, comment dirais-je, un, un voyageur pourrait faire ou imprimer sa carte d'embarquement et même carrément déposer automatiquement son bagage c'est-à-dire sur comment dire, dans un comptoir automatiquement. Après, si on s'intéresse au processus opérationnel, par exemple, je prends l'exemple de Stanford, hein, et en fait, pour améliorer le processus opérationnel d'un étudiant, un étudiant qui arriverait peut-être en retard, pour ne pas gêner la classe, il pourrait en fait se connecter à un spot, ils appellent ça des spots, qu'on trouve partout à Stanford.
Et en fait, je peux me connecter à la salle que je veux. Et puis, je pourrais même carrément prendre la parole pour répondre à une question ou pour poser une question. Ça a deux intérêts. Le premier, c'est de ne pas gêner la classe parce que, en fait, pour des raisons de rigueur, un prof à Stanford n'accepterait pas qu'un étudiant soit en retard, quel que soit le problème ou quel que soit c'est-à-dire le motif. Mais par contre, pour ne pas un peu brider ou empêcher les gens pour une raison particulière d'arriver en retard, bon, bah, on peut se mettre dans un spot et continuer à assister à son cours. Après, on passe donc là, vous voyez, là, c'est encore une fois, on est sur le processus opérationnel qu'il faut l'imaginer, parce qu'il faut l'automatiser, parce qu'il faut mettre en place des outils, etc. Mais aussi, bah, on pense encore une fois à l'utilisateur et à son expérience, là, en l'occurrence, l'étudiant. On passe à la troisième dimension, qui est la dimension du business model. Là, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas le temps. Mais en fait, je prends juste un modèle parmi plus que 55 modèles qui sont liés au digital aujourd'hui. Un modèle qu'on appelle le self-service, qui est très connu, c'est de faire travailler le client. C'est exactement le même modèle ou business model que j'ai pris dans l'exemple d'Air France. En fait, ici, avec Amazon Go, bah, en fait, on est en train de transformer les supermarchés ou l'hypermarché à des supermarchés ouverts, sans caissière, sans assistante, et en fait, ouvert 24 sur 24, mais sauf que tout est contrôlé par caméra, et puis vous payez sans contact, ou vous prenez un chariot, et puis tout ce que vous prenez dans votre chariot, il sera calculé, et puis en sortant du magasin, vous payez. Donc là, c'est une manière de faciliter, mais aussi c'est une manière qui implique une transformation chez Amazon parce que le business model classique qu'on connaît de Amazon, c'est la vente en ligne. Et là, c'est aller sur le terrain et concurrencer les entreprises comme Walmart, comme Carrefour, comme Géant, etc. Après, un autre business model, c'est le modèle, ce qu'on appelle l'experience selling. Et c'est quand on se pose la question, on dit est-ce que en 2050, il y aura toujours des magasins? Est-ce que ça sert à grand-chose de voir des magasins? Parce qu'on peut tout acheter à distance en réalité. Alors, les spécialistes pensent que on aura toujours besoin de magasins parce que la proximité, le lien social va nous manquer. Et en fait, une expérience de Nike, l'entreprise connue des chaussures de sport, ben, là, a déjà mis en place ce genre de magasins qui permettent en fait à tous les clients de se rencontrer, d'échanger leur expérience, mais aussi, surtout, c'est de designer leurs propres produits à la fois que ce soit c'est-à-dire dans la forme qu'on donne à la chaussure, mais aussi à tout ce qui est design que je peux personnaliser moi-même et partir avec mes chaussures, bien sûr plus chères que les normales, mais en tout cas ça fait plaisir à certains de passer du temps avec d'autres et surtout de faire quelque chose d'unique à son propre usage. Un autre business model que vous connaissez aussi, je suis toujours dans le self-care, juste pour vous montrer en fait comment les modèles peuvent se transformer. Et des fois, les crises aident les entreprises ou poussent les entreprises à se transformer. Et là, c'est quand on parle de IKEA, l'entreprise connue pour le self-service, c'est-à-dire j'achète mon meuble et puis je vais le monter moi-même. Se rend compte aujourd'hui, IKEA commence à avoir c'est-à-dire son modèle commence à dater et en fait, elle passe à un autre modèle qui existe, qui aujourd'hui pour une catégorie de personnes, notamment les étudiants ou les gens qui habitent dans un coin pour quelques mois ou quelques semaines ou quelques années
Et il passe du modèle de self-care, au self-service, pardon, au modèle de ce qu'on appelle rent instead of buy. Donc, je paye pour le droit d'utilisation temporaire. Donc, je loue des meubles au lieu de les acheter. Alors, vous pouvez me dire, bah, tout ça, bah, c'est un business model intéressant, mais ça va changer déjà les processus opérationnels parce que il y a des collectes, il y a des livraisons qui vont être différents, les fréquences vont changer, mais aussi l'idée c'est de rendre en fait l'expérience de cet étudiant ou de cette niche de clients plus intéressante et parce qu'en réalité on achète des choses et on n'en a pas besoin pour longtemps. Du coup, soit il faut les revendre au rabais, soit les jeter, soit les donner, etc. Donc, ils ont trouvé un autre modèle pour un petit peu élargir leur cible de clients. Alors, transformation digitale, donc ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que en fait, ce n'est pas une affaire de technologie tout court, c'est un appui. On s'intéresse surtout au process, mais aussi à l'humain. Le problème, c'est que en fait, on se rend compte que d'après une étude, que 60% des projets de transformation digitale échouent d'un côté, et sur le plan individuel, 56% des 8-12 ans sont exposés au cyber-risque aujourd'hui à cause du digital. Donc en fait, ce qui m'amène à vous dire, bon, au fait, pourquoi ces chiffres-là? Parce que en fait, on manque de réflexion sur les usages. On pense toujours, malgré tout, sur le déploiement des technologies, non pas à leur usage. Il y a une vraie problématique liée aux compétences qui sont autour de la transformation digitale. Il y a aussi une résistance au changement parfois. Alors, comme conclusion sur cette partie-là, en fait, aujourd'hui, il y a un intérêt, d'où la réflexion que je mène avec mon équipe dans la chaire, c'est l'entreprise et ses membres ont besoin de développer ce que j'appellerai tout à l'heure l'intelligence digitale pour mener à bien un projet de transformation digitale et tirer surtout profit des technologies digitales d'une manière optimale, et notamment ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, un volet que je ne vais pas vraiment détailler dans ce webinaire, c'est comment mesurer notre quotient digital, à l'instar du quotient intellectuel, qui permet c'est-à-dire à chacun de connaître ses faiblesses en termes d'utilisation des technologies et d'orienter ses efforts vers un développement plus approprié. Alors, juste quelques applications, juste pour vous dire que ça concerne les entreprises, mais aussi nous, établissements de l'enseignement supérieur. Moi, personnellement, j'ai développé dans cette équipe, avec mon équipe, un outil qui s'appelle DMS, un Digitalization Maturity Model, qui permet en fait d'analyser la maturité des entreprises à mener des projets de transformation digitale, qu'on a appliqué à la fois pour des PME et pour des grosses entreprises, mais aussi on a déployé ça dans les écoles de management en France et bientôt en Europe et en international. Et ça donnait quelques livrables, notamment l'Observatoire qui était sorti en 2020 sur la transformation digitale des établissements du management. Alors, je vais passer maintenant à quelles sont les technologies qui vont changer le monde dans l'avenir. Et je retiens, tout à l'heure, je vous ai parlé du SMAC. Là, je vais vous parler du DARC. Et DARC pour dire D comme Distributed Ledger, ce qu'on appelle, ou l'exemple que vous connaissez plutôt, c'est la blockchain, cette bloc aux chaînes de blocs, pardon, qui permettent en fait une meilleure traçabilité des transactions et une meilleure en fait une meilleure sécurité au niveau des paiements, etc. Elle est appliquée aujourd'hui dans l'alimentaire parce que de plus en plus, on a intérêt à savoir d'où vient c'est-à-dire d'où viennent les matières premières, de quel champ on va récupérer tel fruit, d'où vient, par exemple, de quel élevage telle viande nous vient, etc. Ça touche au textile, ça touche aussi à l'enseignement supérieur pour avoir
une meilleure efficacité pour authentifier les diplômes. Par exemple, les entreprises se demandent toujours est-ce que le diplôme est vrai ou pas. Et donc, en réalité, quand on participe à une blockchain en tant qu'une école d'ingénieurs comme l'ANSSI, on peut authentifier et personne ne pourrait, c'est-à-dire changer quoi que ce soit sur son diplôme, etc. Et puis, de l'intelligence artificielle, tout à l'heure, Narges a parlé de ma spécialité. Et en réalité, moi, quand j'ai fait ma thèse sur ce domaine, on m'a dit il faut éviter parce que c'était dans les années fin 90 et on m'a dit que c'est pas la mode et de toute façon, ça va rien donner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de promesses, hein. Je ne vais pas vous cacher, il y a beaucoup de fantasmes aussi parce que on pense que ça va résoudre tout, mais en réalité, on est au début de cette transformation technologique qui a pris un peu beaucoup de poids parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de données à traiter, puisqu'on génère énormément de données, et puis parce que les capacités des technologies, la capacité process des technologies des data centers permet de traiter des données d'une manière exponentielle aujourd'hui. Et après, le R, c'est ce qu'on appelle Extended Reality. C'est dedans, il y a la réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc. Et aujourd'hui, c'est un grand chantier avec des hologrammes, avec des montres 3D, etc. Et puis, il m'amène à vous parler du quantum, un sujet sur lequel je me tarde beaucoup en ce moment parce que je pense que c'est la plus grosse révolution qui va changer carrément notre compréhension et notre vie, parce que ça va transformer la logique même de l'informatique classique pour aller vers une informatique quantique. Je reviendrai sur ça si on a le temps. Donc, tout ça m'amène que plus que jamais, en fait, avant, il suffit juste d'apprendre à imprimer un document, à aller se connecter sur un site web. Aujourd'hui, c'est très important de savoir utiliser un smartphone. Demain, il faut cohabiter avec des robots, malheureusement, parce qu'en fait, il y a beaucoup c'est-à-dire des choses qui nous amènent à imaginer l'introduction des robots dans notre quotidien et dans nos usines et dans notre société, nos établissements d'enseignement, qui sait, demain, il y aura, je sais pas, un médecin robot ou un prof robot ou quelqu'un qui vous aide à faire le ménage robot ou quelqu'un qui s'occupe de vos parents, hein, etc. Mais c'est déjà le cas. Là, il y a les exemples que je mets ici dans cette photo. C'est des choses qui existent déjà et plutôt dans le continent asiatique, il y a beaucoup d'utilisation dans ce sens. Alors, ce qui m'amène à vous définir maintenant qu'est-ce que c'est l'intelligence digitale et vous allez voir, vous allez vous retrouver parce que tout ce que je vais vous dire, c'est du bon sens, sauf que il suffit juste de le définir. Donc, je vais vous parler de ces dimensions et ces objectifs. Et je vais faire un petit peu la différence avec l'intelligence artificielle et l'intelligence augmentée. Alors, je vais passer juste je vais passer cette vidéo. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous entendez bien? Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Oh, yeah. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Get over the door. Open the door. Wrong voice command. Error. How you doing? With a rock? Yeah. Open door. Open door. Higher volume. Higher. Higher. Higher.
Donc, je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à cette vidéo. Vous voyez que... Open door. Door open. Radio on. Playing radio. And do Lights. Oui, c'est le risque. c'est bon? Allô? Oui. Oui, oui, c'est bon. Donc, si Oui, vous oui, voulez alors, réagir, sinon on laisse ça pour l'échange tout à l'heure. Vous avez bien entendu la voix tout à l'heure? Tout à Oui, fait, oui, c'est bon. parfaitement. Ouais, ouais. Oui. Bon, je vais vous montrer une autre vidéo et après je reviendrai sur le commentaire. Donc là, c'est un autre domaine d'application. Là, vous voyez tout à l'heure, c'était le quotidien de quelqu'un qui vit dans une smart home ou smart city, etc. Et vous voyez la limite des technologies parfois si quelques paramètres changent. Là, je vais vous montrer en fait cette vidéo qui un peu nous alerte aussi sur les côtés un peu, c'est-à-dire le côté un peu obscur de ce qu'on peut faire avec les mêmes technologies des robots. Bon, j'arrête là pour ne pas vous faire peur, mais en réalité, vous voyez là, c'est-à-dire le revers de la médaille. En fait, dans ces deux exemples, on voit en fait une utilité des technologies de demain que j'ai appelé Dark, mais aussi la menace, parce qu'en réalité, c'est la moindre erreur dans la programmation de ce robot soldat peut, c'est-à-dire avoir des conséquences néfastes sur les gens. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches dans ce domaine pour un peu en fait éviter des soldats réels aller sur le terrain et de les remplacer par des robots. Mais vous voyez, malgré l'efficacité de ces ingénieurs qui ont développé, à un certain moment dans la vidéo, vous voyez qu'ils avaient quand même peur d'une réaction non maîtrisée de la part de ce robot-là. Alors, ce qui m'amène à définir l'intelligence digitale ou digital intelligence, c'est en fait c'est la capacité à acquérir, à appliquer de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences liées aux technologies digitales pour les mobiliser de façon efficace, responsable et durable. Alors efficace, ça va de soi. Responsable, ça rejoint le fait que toute innovation doit être responsable, c'est-à-dire on pense d'abord à l'avenir de la société et de l'espèce humaine.
parce que c'est vrai que ça peut aider à automatiser les choses, mais ça peut causer aussi des problèmes. Et d'où les fantasmes d'ailleurs sur l'intelligence artificielle qui va probablement, même si je ne crois pas beaucoup, à dépasser l'être humain. Elle le dépasse déjà de toutes les façons. Une calculatrice dépasse le calcul mental d'une personne, même super intelligente, tout simplement parce que la capacité de traitement d'un ordinateur est forcément plus grande que celle d'un être humain. Mais la prise de décision revient toujours, normalement, une bonne décision revient à c'est-à-dire à une appréciation humaine. Alors, durable, pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de nous faire entrer des robots dans notre quotidien, parce qu'il suffit de le faire et c'est-à-dire c'est un changement radical dans notre vie. Et donc, en fait, il faut se faire attention, on ne le fait pas d'une manière abusive ou d'une manière juste lucrative. Cette intelligence digitale, on est en train d'essayer, comme d'autres d'ailleurs dans le monde, des équipes de recherche, à essayer de mesurer ce quotient digital pour les individus, mais elle se mesure aussi au niveau des organisations. Et vous allez voir un peu d'autres qui sont en train d'essayer de l'imaginer. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on a une bonne intelligence digitale, ça nous permet de mieux vivre en fait dans un monde qui devient de plus en plus technologique et en fait automatisé. C'est pas une intelligence innée, mais c'est une intelligence qui se construit, qui se cultive à travers nos interactions répétées avec les technologies. Donc, plus on interagit avec les technologies, plus on cumule un savoir sur ça. C'est aussi en fait des savoir-faire, mais aussi des savoir-être. Et c'est une capacité critique pour les entreprises réussir leur transformation digitale. Alors, sans tarder, je vous expose les dimensions de cette intelligence digitale. Donc, il y a 8 dimensions et je vais les détailler donc une par une. Donc, il y a l'identité digitale, il y a le droit du digital, il y a on va dire la culture ou l'éducation liée au digital, il y a aussi la communication digitale, il y a ce qu'on appelle aussi l'empathie envers le digital. Et vous avez vu tout à l'heure vis-à-vis de comment vivre avec des robots, ça nécessite une empathie un peu spéciale. Et puis aussi ce qu'on appelle la sûreté et puis la sécurité digitale et enfin l'utilisation digitale. Alors tout ça pour 3 buts ou 3 objectifs sociétaux qui sont être un citoyen digital, donc une capacité à utiliser les technologies d'une manière responsable et éthique, parce que on peut aussi les utiliser pour faire des choses qui sont malsaines ou des choses qui nuisent à d'autres, etc. Ça a aussi un objectif d'améliorer notre créativité digitale, à la fois individuelle mais aussi organisationnelle, pour créer des nouvelles connaissances et de contenus qui permettent de transformer des idées en réalité. Et puis, bien sûr, un autre objectif, c'est l'emploi, c'est l'entrepreneuriat, etc. C'est comment, en fait, trouver des nouvelles opportunités liées à cette économie numérique en stimulant, en fait, la création d'entreprises, la croissance, l'impact, etc. Alors, si on commence par les 2 premiers, mais je vais aller un peu plus vite, la première, c'est l'identité. L'identité, c'est sa réputation, c'est qui c'est, etc. Et souvent, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on écrit sur Internet reste à vie. Donc, en fait, c'est prendre soin de sa réputation en ligne. C'est aussi de gérer l'impact à court et à long terme de sa présence en ligne, parce que en réalité, aujourd'hui, ça devient beaucoup plus difficile de se faire oublier sur Internet. Dès le moment qu'on a un smartphone, on a accès à tout, mais on est aussi accessible. Donc, en fait, ça va devenir en fait une vraie réalité de citoyenneté demain, parce qu'on a déjà tellement laissé de traces dans des outils, dans des applications, dans des entreprises ou dans des banques, etc., que en fait, en réalité, on maîtrise pas notre réputation.
Et ça va de soi avec ce que j'en appelle l'utilisation ou l'usage digital use. C'est la capacité d'utiliser en fait ces technologies tout en contrôlant en fait, donc tout en gardant un équilibre entre une vie c'est-à-dire en ligne et une vie hors ligne, c'est-à-dire ce qu'on appelle un équilibre sain entre la vie privée et la vie professionnelle. Si je développe les deux autres, il y a Digital Literacy, literacy en anglais, c'est l'alphabétisation, on la traduit souvent en culture ou en éducation. C'est de trouver, c'est-à-dire d'être en capacité de savoir, expliquer, utiliser, évaluer en fait du contenu digital. Et ça nécessite une vraie ouverture ou une vraie pensée informatique. C'est aussi les droits du digital. Et là, on est, c'est-à-dire face à un monde où il faut connaître quels sont ses droits, comment je préserve ma vie privée, comment je préserve la propriété intellectuelle, comment je peux avoir une liberté de parole, etc. Et puis, je parlais tout à l'heure de tout ce qui est empathie. Donc, l'empathie, c'est de faire preuve, établir des relations de confiance avec les autres. Et les autres de demain, ils ne sont pas que humains, mais aussi des machines. La communication, on le fait déjà à travers Teams, là. C'est la capacité de communiquer, de collaborer avec d'autres personnes, mais encore une fois, humains, mais aussi machines, à l'aide des technologies des médias numériques. Et puis arrive la vraie problématique, parce qu'il faut savoir que les attaques informatiques ont été multipliées à peu près par 10 entre avant le Covid et aujourd'hui pendant le Covid. Beaucoup de banques se sont attaquées, comme la BIAT en Tunisie ou d'autres dans le monde. Et donc aujourd'hui, ça commence à devenir une vraie préoccupation. Donc on fait souvent la différence entre la sécurité et la sûreté, sauf que en anglais et en français, les deux mots sont inversés, mais si je la prends en digital security, c'est tout ce qui est en fait lié à la prévention, liée aux actes volontaires, donc les vols, les actes d'incivilité, comme l'usurpation d'identité, le piratage, l'escroquerie, les fake news, etc. Et puis, quand on s'intéresse au digital safety, c'est lorsque on s'intéresse à des actes involontaires, accidents et incendies, pardon. Et là, en fait, c'est gérer les risques en ligne de harcèlement en ligne ou de grooming ou de radicalisation, etc. Alors, donc ça, c'est ce que j'ai présenté, c'est ce qui a été, en fait, sur lequel j'en travaille, et ça a été initié par la DQ Institute. C'est un organisme qui fait de la recherche sur le sujet. On s'est rendu compte après coup que la Commission européenne travaille sur le European Digital Competence Framework for Citizens. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, on a regroupé 5 domaines de compétences liés à 25 compétences qu'on veut développer en Europe pour devenir un citoyen européen digital. Et il ressemble pour beaucoup à ce que j'ai présenté. Et puis, quand on s'attaque au monde de l'entreprise, on se rend compte aussi qu'il y a des initiatives. La plus documentée, c'est celle de McKinsey, qui présente 4 compétences liées à l'intelligence digitale d'une organisation. Et vous voyez la culture, les capacités, la stratégie, l'organisation et les talents, sans rentrer dans les détails. Alors, je vais essayer de faire le lien avec les autres intelligences. Et en fait, on sait que l'intelligence n'a pas qu'une seule forme. En fait, ça dépend des gens. Souvent, l'intelligence qu'on calcule, c'est l'intelligence mathématique, parce que c'est la plus simple avec des tests de QI. Mais en réalité, tout être humain a une forme d'intelligence. Il y en a qui ont une intelligence sociale, une intelligence spatiale, une intelligence linguistique, une intelligence kinésiste, etc. Dans la littérature en sciences de gestion et pas que, on s'intéresse à l'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à rentrer en contact avec d'autres, à tirer, c'est-à-dire des relations intéressantes avec d'autres.
Et puis, plus spécifiquement, on peut s'intéresser aussi à la culture, et là, on parle de l'intelligence culturelle, au sens où il y a des gens qui développent, surtout ceux qui travaillent en international, capacité à travailler avec d'autres nationalités, mais l'intelligence culturelle telle qu'elle est spécifiée ne s'arrête pas que à la culture nationale, mais elle pourrait aussi s'attaquer à la culture organisationnelle, etc. Et d'ailleurs, on parle beaucoup d'hybridation dans les écoles aujourd'hui parce qu'en fait, on a envie de développer une intelligence culturelle entre managers et ingénieurs, entre managers et designers, entre designers et biologistes, entre designers, etc. Alors, pour faire la différence de cette intelligence digitale avec l'intelligence augmentée et l'artificielle, en réalité, moi, ce que je pense, c'est l'intelligence digitale, c'est-à-dire elle part de cette interaction humaine avec l'artificiel. L'intelligence artificielle, telle qu'on l'a définie, c'est souvent, en fait, on va un peu traduire ou s'inspirer d'une intelligence humaine pour essayer de l'implémenter dans des technologies. Elle pourrait dépasser en termes de process, bien sûr, parce que la capacité de l'ordinateur dépasse, comme je vous ai dit, pour calculer ou pour trouver un chemin plus rapidement qu'un être humain, parce que c'est un pouvoir mathématique en réalité que l'être humain a, mais il ne peut pas l'activer d'une manière, c'est-à-dire instantanée et puis rapide. Donc, mais c'est une intelligence humaine qu'on met dans l'artificiel. Euh, je ne crois pas jusqu'à aujourd'hui, et on verra tout à l'heure dans l'exposé, en fait, on ne pourra pas, pour le moment, avec les moyens de bord, on ne peut pas dépasser l'intelligence humaine parce que toute intelligence artificielle est forcément a été faite par l'humain. Alors, ce qu'on peut imaginer, parce que quand est-ce qu'on dépasse, c'est quand c'est-à-dire l'ordinateur réfléchit par lui-même. Ça veut dire qu'il faut des combinaisons que l'être humain ne peut pas faire. Et ça, on estime qu'on pourrait le faire si on arrive un jour à détecter les composantes de la matière grise, notre cerveau, et de faire une matière grise artificielle qui permet, c'est-à-dire de gérer, c'est-à-dire des connexions qui sont autres que celles que nous avons dans notre tête. Pour le moment, ça reste en fantasme et mettre un ordinateur pour reconnaître une image, il lui faut énormément de données aujourd'hui. Quand on met un enfant, on lui met une image, après on la mélange avec d'autres images, il la retrouve beaucoup plus facilement qu'un ordinateur non bien traité. Puis l'intelligence augmentée, ça existe beaucoup aujourd'hui dans la littérature. En réalité, c'est d'avoir des accessoires, de s'équiper d'accessoires qui permettent à l'être humain de faire les choses plus facilement ou de calculer plus rapidement. Là, l'exemple que vous voyez dans l'image, c'est en fait pour, je sais pas, soulever une charge. Bon, en s'équipant comme ça, on pourrait bien sûr, même si on pèse 50 kilos, on peut soulever 200 kilos parce qu'on a un appui et l'augmentation vient de ce côté-là. Alors, il y a un débat philosophique. Est-ce que ça augmente notre intelligence ou ça réduit? Parce qu'en réalité, je prends le GPS, c'est une intelligence augmentée. Aujourd'hui, la majorité des gens, ceux qui utilisent le GPS, ne peuvent plus après conduire sans avoir accès à ce GPS parce que ne réfléchissent pas et ils comptent sur un instrument qui au final les diminue si jamais ils n'ont pas accès à cet outil-là. Alors, je ne sais pas, Anna, jusqu'à combien de temps tu me laisses encore? J'ai quelques autres slides parce que là, j'ai envie d'aller un peu plus rapidement sur les transitions. Et ils sont nombreuses et interreliées. La première, c'est le numérique, mais elle est économique, sociale, managériale, productive, énergétique, géopolitique, éducative, démographique. Rapidement, pour montrer c'est-à-dire l'intérêt aujourd'hui de développer son intelligence digitale, parce que ce qui va venir dans le futur est encore plus sophistiqué, et notamment une des transitions vers laquelle on
on va aller, c'est cette transition vers l'informatique quantique qui est à nos portes. En 2025, on estime qu'on pourrait utiliser les premiers ordinateurs quantiques. Et d'ailleurs, le prochain, je fais de la pub pour le prochain webinaire. Nous, avec l'ANSSI, on va traiter de ce sujet parce qu'il est important et a été déjà initié à l'ANSSI depuis un moment. Et en fait, l'idée, c'est que la quantique va en fait transformer notre capacité algorithmique, c'est-à-dire cette capacité de résoudre des problèmes complexes. Allô? En fait, il y a quelqu'un qui parle au téléphone. Si quelqu'un peut arrêter le micro. Je crois avoir Ok, donc du coup, je reviens à ma présentation. Donc, et aussi donc, la capacité de calcul et de résolution de problèmes. Donc on passe du 0, 1 à une infinité de 0 et une infinité de 1. Donc carrément, la logique binaire va être remise en question. Je vous laisse un peu c'est-à-dire la curiosité pour revenir pour le prochain webinaire pour connaître un peu plus les détails de cette quantique. Mais surtout aussi un ordinateur qui est plus performant, mais qui ne consomme pas d'énergie, parce qu'il repose sur l'énergie qui est générée par la matière quantique. L'impression 4D, vous connaissez l'impression 3D pour faire des formes, etc., pour réparer une voiture ou pour faire une prothèse dentaire, etc. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que on va remplacer la matière plastique par une matière intelligente qui permet d'imprimer des objets qui peuvent réagir au froid, à la chaleur, à tout stimulus externe. On pourrait imaginer demain imprimer des chaussures qui sont une taille standard, et puis vous mettez votre pied et en fait ça prend automatiquement sur mesure la forme de votre pied. Ou à une voiture qui va, c'est-à-dire quand elle roule à 100 km/h, elle va s'adapter, c'est-à-dire la coque de la voiture va s'adapter à la tension du vent. Et donc, elle va consommer moins d'énergie, moins de gasoil. Et puis, rapidement, les smart dust, en fait, on a beaucoup entendu des histoires autour du vaccin, etc. Mais sachez, ce qu'on appelle la poussière intelligente, c'est une poussière qu'on pourrait, en fait, administrer dans quelque chose ou la déployer dans un lieu pour un peu, améliorer, je dirais positivement, la surveillance des territoires ou la surveillance du corps humain pour le développement des maladies ou autre chose. Et puis, 5G, ça y est, c'est demain, ou presque aujourd'hui. On commence à commercialiser la 5G en France, mais la 6G, elle est beaucoup plus puissante, et j'aime bien cette figure qui montre le passage du 5 au 6, donc on multiplie, en fait, on passe de 100 gigabits à 10 terabits, c'est juste hallucinant en fait. Alors ça va augmenter notre capacité de se connecter au réseau, mais surtout ça va donner la possibilité de se connecter à notre cerveau, avec la possibilité de commander des choses par le cerveau, ou carrément, si je veux être un peu science-fiction, mais ce qui est réel en réalité, c'est de pouvoir sauvegarder des données dans notre tête ou de notre tête. On pourrait imaginer sauvegarder notre mémoire sur un disque dur dans 50 ans. La transition sociale, rapidement encore une fois, mais il faut qu'on laisse un peu de temps pour discuter, c'est aussi, on passe du collectif social, en fait, où les gens se rencontrent, etc. Un collectif individuel où on a l'impression d'être avec d'autres, mais sauf qu'on est seul. Et en fait, les liens deviennent de plus en plus, et les interactions deviennent de plus en plus superficielles. Derrière une interface technologique, tous, des fois, on visite notre grand-mère, mais on passe la moitié du temps à consulter Facebook, etc. Donc, ça va, en croyant augmenter la sociabilité, mais en réalité, on la diminue.
Et puis aussi, en parallèle, dans cette transition sociale, c'est l'intelligence augmentée, c'est-à-dire en introduisant des équipements, on va diminuer nos vraies facultés parfois, parce qu'on ne saura pas calculer mentalement même un chiffre, c'est-à-dire une addition simple. Et sans parler du transhumanisme, et en fait, on va dans un monde un peu artificielle qui va peut-être créer aussi des discriminations, une fracture sociale pour certains et même pour des pays. Économiquement, la transition, elle est connue, hein, vous la savez, vous la connaissez. J'ai résumé j'ai parlé tout à l'heure des business models, mais il y en a deux qui sont les plus impactants et qui reposent sur ce qu'on appelle l'ubérisation, cette façon de désintermédier en fait, c'est-à-dire les marchés et les relations entre parties prenantes. Et on est dans un modèle qui est centré sur l'utilisateur et la traçabilité des transactions. Dedans, il y a deux modèles qui sont les plus impactants. C'est celui de ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire de réutiliser ou d'utiliser d'une manière rationnelle les ressources et leur disponibilité, parce qu'on se rend compte que les ressources sont limitées. Et on parle aujourd'hui de l'éco-conception, l'économie de la fonctionnalité. L'idée, c'est de en fait réutiliser, recycler, réduire, c'est-à-dire la matière que je consomme pour développer un smartphone. Aujourd'hui, juste pour vous choquer un peu, et à part la Chine, personne ne peut créer un smartphone parce que les minerais sont détenus par les Chinois. Tout ce qui est matériaux rares n'est plus en possession des autres pays. Et donc, en réalité, c'est pour ça qu'on a intérêt de trouver un autre moyen. Parce que il y a plus d'or dans une tonne de smartphone que dans une tonne d'or à l'état brut. Et puis, je ne parle pas de cobalt, je ne parle pas d'autres matériaux rares qui sont en train de disparaître. L'autre modèle d'affaires intéressant, c'est le modèle des données, basé sur les données. Et là, en fait, les données, tellement ils deviennent en fait une ressource importante, on peut les réutiliser, on peut les faire parler, on peut les revendre, on peut les utiliser pour imaginer de nouveaux procédés, etc. Et en fait, aujourd'hui, même les sociétés, les écoles, les pays s'appuient beaucoup sur les données pour améliorer leur efficacité. S'ajoute à ça, bien sûr, bientôt la crypto-monnaie qui existe déjà, qui fait beaucoup de... On connaît le Bitcoin, mais il n'y a pas que le Bitcoin. Mais en fait, ils vont carrément changer l'équilibre mondial économique. Alors, managérialement, vous voyez, le Covid nous a poussé à faire du télétravail. Moi, je suis exactement comme le monsieur. Là, je suis en short, mais je porte une chemise. Non, je rigole. En fait, il faut s'adapter. S'adapter, ça va remettre en question le modèle hiérarchique. Ça va remettre en question aussi notre capacité à avoir comment dire, une capacité de superviser le travail. Et donc, on va passer du commande un contrôle à un mode plus coordination, plus responsabilisation, etc. Là, le réaménagement des espaces est très clair parce qu'en réalité, même les chez-soi, tout le monde a trouvé un coin et amélioré son confort parce que ça devient quand même nécessaire d'avoir des conditions de travail, même chez soi, qui sont agréables. Ça va aussi en fait, faire appel de plus en plus à notre intelligence digitale parce que ça nous permet aussi de trouver, c'est-à-dire de pouvoir utiliser les technologies à bon escient. Ça nous permet aussi de développer d'autres capacités à comprendre l'autre, même sans être en contact direct. Ça développe aussi d'autres capacités qu'on appelle ou pas soft skills. On parle toujours du leadership, de l'intelligence émotionnelle, mais pas que. Aujourd'hui, demain, c'est de gérer son stress parce que vous le savez pas, mais il y a énormément
énormément de burn-out en France aujourd'hui à cause du télétravail. Les gens ont marre, même les étudiants ont marre d'être seuls à parler comme je le fais là, à une interface. Et donc, du coup, ça rajoute le stress, ça rajoute aussi la capacité de s'organiser, etc., etc. Et puis là, il me reste quelques transitions et j'ai terminé. Donc, ça touche aussi à la transition productive, qui a été déjà qui a été déjà automatisée, hein, ça existe depuis un moment, mais là, on va aller avec le RPA vers une automatisation beaucoup plus profonde de la chaîne de valeur et de la chaîne de production. La cloudification, le cloud va encore accélérer, les IoT, les technologies de Internet of Things vont encore accélérer cette industrie 4.0, mais aussi cette fabrication va s'appuyer sur des nouveaux matériaux biosourcés ou recyclés, avec des énergies renouvelables, etc., pour pouvoir dépasser ce manque, parce que le monde, en réalité, commence à épuiser ses ressources, et donc il faudrait trouver d'autres façons pour améliorer. Alors, la transition écologique et énergétique, ça rime avec développement durable et responsabilité sociale, et là, c'est les enjeux du réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, telles que je l'ai dit, et des minerais. Donc là, on parle beaucoup de sobriété numérique, c'est une nouvelle vision pour diminuer l'empreinte carbone liée aux technologies. Je vais vous donner juste un exemple pour vous montrer l'importance d'être vraiment soucieux de la sobriété numérique. Quand vous envoyez une photo à 4 mégas à travers WhatsApp, ça vous prend quelques secondes. En réalité, vous consommez 1 heure d'électricité pour une ampoule LED. Quand vous regardez un film pendant 1 heure en streaming, c'est l'équivalent de votre réfrigérateur pendant 1 année. Donc ça vous donne un peu, c'est-à-dire une idée sur vers où on est en train d'aller, et si on ne fait pas de attention, on va épuiser notre capacité, et un jour peut-être il n'y a plus d'énergie tout simplement, et le réseau tombe parce qu'on l'a surchargé. Et puis il y a aussi la transition géopolitique liée à plusieurs choses, mais je vais prendre rapidement. On parle de souveraineté numérique, mais cette souveraineté numérique liée aussi à comment les pays peuvent garder leur avance technologique et scientifique. Aujourd'hui, beaucoup de pays sont un peu bousculés par la Chine, notamment les États-Unis et d'autres, parce que en réalité, quand on parle de 6G, quand on parle de quantique, quand on voit l'investissement fait par les Chinois, c'est juste pas possible. Et puis, à notre côté, c'est que les pays sont un peu dépassés par les GAFA, les NATO, c'est-à-dire Google, Facebook, Netflix, Airbnb, Tesla, etc. Et ils sont en train d'imposer quelques décisions pour les pays. Et puis arrive la crypto-monnaie qui va carrément mettre hors jeu les banques. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Et puis la quantique pourrait, ceux qui n'ont pas prendre c'est-à-dire le pas, c'est-à-dire dès maintenant, ça va être compliqué c'est-à-dire à faire attention, à protéger ces individus et son territoire. Et puis la démographique, je pense que c'est l'avant-dernière. Désolé, j'ai un peu épuisé mon temps. C'est la partie en fait qui est liée à la mondialisation, donc la standardisation des modes de vie et des besoins citoyens. Ça veut dire que tous les êtres humains sur cette planète, leur mode de vie devient standard, et en fait on est plus un citoyen du monde, quelles que soient ses origines, sa culture, son niveau socio-économique. En fait, on cherche tous un bien-être, du sens, on fait du yoga, on fait du sport, on fait de la marche, on a envie d'avoir le vie 24/24, on a envie d'avoir une voiture, etc. Donc en fait, il y a plus c'est-à-dire tout le monde a des mêmes envies. Et puis jusqu'à en fait un jour
le lieu géographique n'a plus de sens parce que en fait, les gens tellement cherchent leur confort, on va jusqu'à, c'est-à-dire dans un premier temps, quitter les agglomérats parce que les gens sont prêts à aller respirer de l'air, hein, mais c'est pas grave s'ils font des kilomètres pour aller chercher leur enfant comment dire, à l'école. Et demain, quand il y aura une rareté d'eau, ben, les populations vont quitter les pays les plus chauds, tels que le nôtre, pour aller encore plus vers les pays scandinaves ou vers le Canada, etc. Et ça, c'est une préoccupation. Et en fait, bah, les pays sont au courant de ça et on se rend compte que au final, bon, bah, si on ne fait pas attention à ce réchauffement climatique, bon, bah, on aura d'autres problèmes qui sont liés à la migration vers des pays autres. Et puis, ce qui nous concerne, c'est la transition éducative. Moi, je ne pense pas que dans quelques années, on aura des écoles comme celle d'aujourd'hui, où on a commencé en fait à utiliser Teams et Zoom, etc. Mais ça, c'est rien. Mais en réalité, demain, on va utiliser la réalité virtuelle. J'ai pris quelques captures d'écran pour vous montrer qu'en réalité, il n'y a plus besoin d'être dans le même lieu parce qu'on peut simuler. Bien sûr, les recherches, ils sont là pour encore, je ne vais pas dire embryonnaire, mais en fait, la coprésence, on essaye de la simuler et le jour où on aura une représentation à travers des avatars qui nous ressemblent le plus et puis un sentiment de coprésence et une capacité de sentir l'autre, même si personne, le face-à-face ne sera jamais remplacé, mais en tout cas, avec ce sentiment c'est d'être chez soi et ne pas trop interagir avec le social pour ne pas être gêné, je peux être derrière une interface tout en étant simulé dans un lieu. Aujourd'hui, j'ai pris une capture d'écran de Harvard qui, en fait, n'était pas très branché techno, mais là, ils font du hybride et là c'est une vraie capture où un prof fait un cours pour une classe à la fois virtuelle avec des gens qui sont affichés sur un grand écran et puis des gens qui sont face à face, etc. Alors, juste pour finir, donc, on a besoin de revoir les profils qu'est-ce que c'est un manager de demain. Un manager n'est pas forcément celui qui sort d'une école d'ingénieur, hein. Un manager, il sort de n'importe quelle école. C'est lui qui va un peu guider l'idée, organiser le travail des autres. Et en fait, il se doit, c'est-à-dire capable de gérer des transitions. Ça veut dire s'adapter aux changements, crises, intégrer des nouveaux business models, assurer la continuité, la profitabilité des activités, intégrer plus facilement des modalités de management, intégrer aussi ou faire face à l'incertitude et l'échec. Donc, il doit être bon relationnement, adaptable, pédagogue, réactif, disponible, résistant au stress. Pour conclure, j'espère que ce sujet vous a intéressé sur l'intelligence digitale et donc ça touche aux individus en tant que citoyen, ça touche aussi en tant que prof par exemple, parce que aujourd'hui quelqu'un qui développe pas son intelligence digitale sera vraiment difficile pour lui d'enseigner. Une organisation, si elle ne développe pas l'intelligence digitale de ses individus et sa propre intelligence, va être dépassée parce que les business models changent tout le temps. L'industrie et la société, parce que vous allez voir, on a déjà commencé de parler sur les smart cities, les smart buildings, les smart je sais pas quoi, là le smart Tennessee et tout. Donc voilà. Voilà, maintenant j'ai terminé ce que j'avais à dire. J'espère que j'aurai des questions.